Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir maintenant de plus près la structure des noyaux des atomes. Alors ça nous l'avions vu en 1911, c'est Rutherford qui avec les travaux de Geiger et Marsden, a pu découvrir la structure interne des noyaux. Donc ils ont envoyé des particules alpha, qui sont des noyaux d'hélium, très énergétiques, envoyés sur des fines feuilles d'or, d'aluminium ou d'argent ou de platine. La déviation des particules alpha permettait alors de déterminer la taille interne du noyau, étant donné que les électrons découverts par Thomson sont extrêmement légers, les particules alpha beaucoup plus lourdes. Les électrons n'offrent quasiment aucune résistance aux particules alpha très énergétiques qui sont alors déviées par la masse principale de l'atome qui est le noyau. La surprise à l'époque fut de découvrir que le noyau est extrêmement petit. La taille d'un noyau, c'est typiquement de l'ordre de 10 exposant moins 12 cm. 10 exposant moins 12 cm. Donc, 1/1000 de milliardième de centimètre. C'est vraiment très petit. Typiquement, c'est de l'ordre de 10-13. C'est inférieur à cette taille-là, typiquement 10-13. Donc, 1/10 de milliardième de centimètre. Par comparaison, l'atome lui-même a une taille de l'ordre, donc avec ses électrons, a une taille de l'ordre de 10-8 cm, c'est-à-dire 1 centième de millionième de centimètre. Donc le noyau est typiquement 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Donc on a un nuage d'électrons et un noyau vraiment minuscule où presque toute la masse est concentrée. Alors, la charge du noyau est donnée par Z, qui est la position aussi dans le tableau périodique. C'est le nombre atomique qui correspond au nombre de protons, c'est-à-dire une charge totale Z fois E, la charge élémentaire d'une particule, proton ou électron, contrebalancée par Z électrons chargés négativement autour de l'atome, donnant un atome globalement neutre. Mais le noyau n'est pas composé que de protons. On constate du fait que, par exemple, l'oxygène a une masse, a un nombre atomique de 8, alors qu'en fait, il est 16 fois plus lourd que l'hydrogène. L'hydrogène ayant un proton, on s'attendrait à ce qu'on ait Z protons, donc une masse 8 pour l'oxygène, mais sa masse, c'est 16. Le nombre atomique. A. Et c'est Chadwick qui, en 1932, a mis en évidence expérimentale l'existence du neutron, particule neutre, sans charge électrique, et de masse sensiblement équivalente à celle du proton, un tout petit peu plus lourd. Donc, le nombre de protons est simplement A moins Z. Quand on a un atome, reprenons notre carbone, par exemple, le carbone dit 14, qui est radioactif, ceci, c'est le nombre A. Et on note parfois le nombre Z en dessous, 6, mais c'est redondant avec le nom de l'atome, puisque le carbone, c'est la 6e case dans le tableau périodique. Dans le noyau, ces protons, qui ont une charge positive, sont donc concentrés dans une zone très petite. Étant tous chargés positivement, ils doivent se repousser les uns les autres par répulsion électrostatique, mais pourtant le noyau n'éclate pas. Il y a donc une force nucléaire qui les maintient ensemble, une force très grande, et on mesure que
cette force est 100 à 1000 fois plus faible, 100 à 1000 fois plus forte que les forces électromagnétiques. Donc l'interaction nucléaire, que nous avions vu dans l'interaction entre deux nucléons, est 100 à 1000 fois plus forte que l'interaction électrostatique. De plus, sa portée, très courte, nous l'avions vu aussi, et Rutherford avait pu le déterminer aussi, en étudiant les déviations des particules alpha, il avait pu déterminer que sous une certaine taille, il y avait une interaction attractive puissante entre les particules alpha et le noyau, et que la portée de cette interaction était de l'ordre de 1,5 fois 10-13 cm. Donc, guère plus que la taille d'un nucléon ou d'un atome, ou du noyau lui-même. Au sein du noyau, la mécanique quantique est en principe toujours valable, même à cette dimension, cette taille beaucoup plus petite, ce qui n'est pas trivial, et en tout cas, tous les résultats obtenus avec la mécanique quantique ont été confirmés par l'expérience, de même que les expériences dans les très grands accélérateurs qui permettent de sonder des tailles encore plus petites. Donc le noyau doit posséder un état de base et des états excités, puisqu'il faut un système lié, discret, des systèmes excités discrets. Et lorsque le noyau est dans un état excité et retombe dans son état de base, il peut le faire en émettant un rayonnement électromagnétique. Typiquement, pour le noyau, c'est des rayonnements gamma. Alors on peut mesurer ce rayonnement et déterminer ainsi que le premier état excité, typiquement, il est de l'ordre de 300 mégaélectronvolts, 300 millions d'électronvolts. Pour comparer, rappelez-vous l'hydrogène, pour arracher un électron, donc c'est même pas le premier état excité, c'est carrément tous les états excités, et arracher l'électron, c'est 13,6 électronvolts. Ici, on est à 300 millions. Pourquoi une telle différence, une énergie si grande? C'est à cause de l'intensité de la force nucléaire. 100 000 fois plus grande, et en plus dans une zone extrêmement petite. Donc avec des intensités de liaison extrêmement fortes. Et donc des énergies de liaison énormes. D'où les grandeurs que l'on a en physique nucléaire, cette énergie extrêmement élevée. Notons que l'existence de ces états de base et ces différences d'énergie forment une hiérarchie qui simplifie le travail. Si vous avez des énergies très faibles disponibles, basse température, rayonnement, pas de rayonnement énergétique, à ce moment-là, l'énergie est insuffisante pour exciter les électrons, les atomes sont dans leur état de base, et on peut considérer que l'atome se comporte comme un corpuscule sans structure, donc on considère globalement, parce qu'il reste toujours dans son état de base. C'est une hypothèse qui est souvent faite en physique statistique. Si on a des énergies un peu plus élevées, on entre dans le domaine de l'effet photoélectrique, dans le domaine de la chimie. À ce moment-là, on considère le noyau et ses électrons, et le noyau est considéré comme étant une structure qui reste dans son état de base. Il est considéré comme un tout, inerte. Et si on passe à des énergies encore plus grandes, à ce moment-là, les électrons, on s'en passe. C'est des énergies bien plus élevées que l'ionisation des électrons, parce qu'on passe uniquement à la physique du noyau, et on entre dans le domaine de la physique nucléaire. Donc, la physique nucléaire n'est pas simple, mais au moins, on peut hiérarchiser et considérer séparément la physique statistique, la chimie et la physique nucléaire, qui forment ainsi des domaines bien séparés, ce qui nous simplifie un peu la vie. Notons que on peut avoir toutes sortes de noyaux selon le nombre de protons et de neutrons.
Alors, on connaît environ 1300 noyaux différents. Le nombre Z, c'est le nombre dans le tableau périodique. Donc, on a une bonne centaine de nombres Z différents. Donc, ça va de 1 à une bonne centaine de neutrons, de protons. Mais suivant le nombre de neutrons, on a différents isotopes avec un total de 1300 noyaux. Sur ces 1300, il n'y en a que 274 qui sont stables. Tous les autres sont instables, c'est-à-dire radioactifs. Nous verrons la radioactivité bientôt. Et la radioactivité avec transmutation spontanée des noyaux en d'autres noyaux. Alors, la physique du noyau est assez compliquée. Même très compliquée. Certains, les amateurs, aimeraient bien comprendre la physique et sont rebutés quand ils voient la complexité, les modèles, les équations. On a fait assez de vidéos ici sur la mécanique quantique, on se rend compte à quel point c'est vaste et compliqué. Et ils disent que la physique a un défaut, ça devrait être plus simple que ça. Ça, c'est un vœu pieux, pour celui qui ne veut pas étudier. Alors, pourquoi est-ce que c'est compliqué? Pourquoi est-ce compliqué? Prenons un exemple, c'est le problème des 3 corps. Vous avez la gravitation universelle de Newton. Celle-ci dit que la force qui attire 2 corps massifs, 2 planètes par exemple, est proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance. Si on travaille avec les potentiels, c'est encore plus simple. Le potentiel gravitationnel d'un corps, c'est proportionnel à sa masse et inversement proportionnel à la distance. C'est tout. On peut difficilement faire plus simple. Et on peut résoudre les équations du mouvement pour 2 corps. Le Soleil, une planète. On découvre alors que toutes les trajectoires sont des cercles, des ellipses. Auquel cas, le Soleil, ou plutôt le centre de gravité, occupe un des foyers de l'ellipse. Pour des corps venant de l'espace lointain, comme certaines comètes, ça forme des paraboles ou des hyperboles, en passant près du Soleil. Et on a fait le tour. Et déterminer toutes ces solutions n'est pas si difficile. Prenons maintenant 3 corps. Chacun s'attirant, ils s'attirent mutuellement 2 par 2. Et essayons de résoudre les équations du mouvement. Eh bien, là on tombe sur un os. Sauf disposition très particulière, il n'y a en général pas de solution analytique. Pour quelque chose de particulièrement simple. Donc on ne peut pas dire que la physique est trop compliquée. On a une interaction d'une simplicité extrême. L'attraction universelle de Newton est une des lois physiques les plus simples qui existent. On peut même dire que c'est la première loi physique qui a été découverte. Et pourtant, avec 3 corps, c'est déjà pas résoudre. Pire que ça, les équations ont un comportement chaotique. C'est-à-dire que si vous bougez un tout petit peu les conditions initiales, vous déplacez un petit peu les masses, vous obtenez des solutions très différentes. Donc, même si on veut les résoudre sur ordinateur, on sait le faire, et c'est problématique, parce que bien souvent, à un petit détail près, on obtient des solutions différentes. Le système a un comportement chaotique, on dit qu'il est sensible aux conditions initiales. Alors, on peut l'illustrer avec 2 exemples. C'est le cas de l'astéroïde Apophis. Un gros astéroïde qui est passé pas très loin de la Terre il y a quelques années. Lorsque les astronomes l'ont découvert, ils ont vu que sa trajectoire allait la mener près de la Terre. Ça a évidemment posé une certaine inquiétude. C'était un gros astéroïde, ceux qu'on appelle des Terminators, comme dans le film. C'est-à-dire que s'il percute la Terre, c'est la cata. Et c'est pas une extinction de masse comme les dinosaures. Là, c'est l'extinction de toute vie sur Terre. C'est vraiment ce big bazar qui nous tombe dessus. Donc, ils ont calculé sa trajectoire. Et là, ils ont été embêtés. Parce qu'ils avaient mesuré avec précision la trajectoire, le mouvement de l'astéroïde. Et les calculs montraient que, mais malheureusement, on ne savait pas.
On ne savait pas s'il allait percuter la Terre, ou passer tout près, ou passer plus loin. Pourquoi cette incertitude? Eh bien, il se fait que Apophis allait d'abord passer près de Mars. Donc il allait passer près de la planète Mars, faire un tour complet pendant 1 an avant de passer près de la Terre. Or, en passant près de Mars, il allait dévier. Et cette déviation est sensible aux conditions initiales. Donc c'est un phénomène à 3 corps. On a le mouvement de l'astéroïde dans l'attraction du Soleil et Mars qui dévie l'astéroïde, donc c'est un problème avec 3 corps. Et vous changez un tout petit peu la trajectoire, évidemment c'est difficile d'avoir des précisions extrêmes quand on observe des objets qui sont à des millions de kilomètres. Si vous changez un tout petit peu la trajectoire, la déviation sera comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Donc il faut très peu de différence pour que la déviation soit plus ou moins forte. Et évidemment, avec cette différence, au bout d'1 an, l'astéroïde peut aller à peu près n'importe où. Donc on est obligé d'attendre qu'il passe près de Mars. Il est passé près de Mars, il reste 1 an avant d'arriver sur Terre, et on a vu calculer, ça va, il va passer à plus d'1 million de kilomètres de la Terre. Et effectivement, 1 an plus tard, l'astéroïde passait à plus d'1 million de kilomètres de la Terre. Notons qu'à l'échelle astronomique, c'est quand même un saut de puce, hein, ça. Mais à notre échelle terrestre, c'est 3 fois la distance de la Lune, donc c'est pas de danger. Donc, voilà un cas concret où c'est pas un problème de description physique. La précision, même une bonne précision de la trajectoire fait qu'il est impossible de dire où il va aller. Et c'est le phénomène qui est comme ça. C'est pas nos lois physiques. Autre exemple. On connaît bien le mouvement de la Terre autour du Soleil, le mouvement de la Lune autour de la Terre, mais si on veut être précis, par exemple pour calculer les éphémérides, c'est-à-dire les lunaisons, pleine lune, premier quartier, dernier quartier, etc., les marées, si on veut être précis, il faut tenir compte des 3 corps, parce que la Lune tourne autour du Soleil en même temps que la Terre. Donc on a le Soleil, la Terre et la Lune, un système à 3 corps. Et de longue date, plusieurs siècles, les physiciens se sont attaqués à ce problème et ont tenté de résoudre des équations. Et là, ils sont tombés sur une difficulté. D'abord, ils ne savaient pas résoudre les équations de manière exacte, pas de solution analytique. Mais on a des méthodes pour ça. On peut faire des développements en série. Rappelez-vous la théorie des perturbations. Donc on peut obtenir une série du type un nombre principal, un nombre qui est une fraction, 1/10, un autre nombre suivant qui est une fraction, 1/100, 1/1000, de cet ordre-là, et il suffit de calculer 3-4 termes pour avoir une précision suffisante. Et là, ils avaient une curiosité, quand ils faisaient le calcul avec la Lune, c'est qu'au bout de quelques cas, au lieu d'un 10 000, un 100 000, et puis tout d'un coup, boum, une fraction beaucoup plus grosse. Pour illustrer, un demi, ou 3/4, ou 7 tiers, encore plus grand que le premier terme. Et puis ça redevenait petit. Et puis, beaucoup plus loin, 1 millionième, un 10 millionième, boum, à nouveau une valeur grande. Alors ils ne comprenaient pas pourquoi. Et évidemment, ça empêchait tous les calculs. Parce que vous allez beau prendre 2 ou 3, 4 termes, 1/100, 1/1000, vous n'êtes pas précis parce que plus loin, vous avez des grosses valeurs que vous avez négligées. Et des grosses valeurs comme ça, il y en a une infinité. Et ça rendait les calculs insolubles. À tel point qu'au XIXe siècle, l'Académie des sciences a offert un prix. Un prix à celui qui trouverait la solution à ce problème, ou du moins qui apporterait une avancée majeure permettant de comprendre ce qui se passe. Celui qui a gagné le prix, c'est Poincaré, Henri Poincaré, grand mathématicien de la fin du XIXe siècle, début du XXe. Il a fait ses calculs, est tombé sur les mêmes difficultés, a tenté de décrire les trajectoires du système Soleil, Terre, Lune dans un diagramme appelé diagramme de phase, où on trace les trajectoires du système. Il s'est rendu compte de la complexité de ces trajectoires, très complexes, et
il est resté coincé là-dessus. Puis la petite histoire, c'est lui qui l'a raconté, dit qu'il y réfléchissait, et c'est en prenant le tram, au moment où il posait le pied sur la plateforme, que l'illumination lui est venue. Il a inventé le système dit des coupes de points carrés, qui permet d'étudier la structure de ces trajectoires, et qui permet de mettre en évidence leur caractère chaotique. Les trajectoires sont chaotiques. Il a donc posé les bases de la théorie du chaos, de l'influence sensitive des conditions initiales, avec des trajectoires présentant des structures fractales, donc il est vraiment à la base de ça, même si beaucoup de développements ont eu lieu après, le mot fractal est apparu beaucoup plus tard, et de fait d'avoir compris le caractère chaotique du système Soleil-Terre-Lune, ben il avait gagné le prix. Et à nouveau, ça ne dépend pas des lois physiques. C'est pas parce qu'elles sont trop compliquées. Le système est chaotique, par nature. Heureusement pour nous, le système solaire, dans sa globalité, contient de nombreux corps, il est chaotique. Et de temps en temps, il y a un astéroïde, comme Apophis, qui se met à se balader un peu n'importe comment. Ça arrive de temps en temps. La plupart finissent dans le Soleil ou vont percuter une grosse planète comme Jupiter. Ou même percuter la Lune. Hein. La Lune, on a la chance d'avoir une grosse Lune. Elle nous sert parfois de bouclier. Mais pour les grosses planètes, ça peut aller. Le système est instable, mais sur des périodes de plusieurs milliards d'années. Donc on a de la chance. C'est suffisamment stable pour nous. Et donc voilà, c'est complexité avec 3 corps. Et notre noyau. D'abord, c'est les protons, les neutrons. On l'a vu, l'interaction nucléaire, elle est quand même un peu plus compliquée que l'attraction universelle. Interaction de courte portée, avec une forme mal déterminée à courte distance, des comportements qui ne sont pas toujours simples. Et ici, on n'a pas 3 corps. On peut en avoir beaucoup. L'oxygène, 16. Le carbone, 14. Neutrons et protons. On a bien plus que 3 corps. Donc il ne faut pas s'étonner que ça soit compliqué. Et c'est pas la physique qui est mal faite, c'est le système, le noyau est compliqué. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va créer des modèles simplifiés, essayant de mettre en évidence les principales propriétés du noyau. C'est les modèles approchés, au mieux. Et pour mettre au point ces modèles, puisqu'on ne sait pas tout calculer, on va étudier les noyaux par expérience et essayer d'en tirer le maximum d'informations. Alors commençons avec la forme des noyaux. Quelle est la forme d'un noyau? Est-ce qu'il est sphérique ou pas? Alors pour le savoir, il faut le sonder. Il faut envoyer des particules dessus et il faut que la longueur d'onde soit très petite, puisque les noyaux sont très petits à cause des phénomènes de diffraction. Si on veut étudier un objet suffisamment petit, il faut une longueur d'onde plus petite que l'objet. Phénomène bien connu avec les microscopes. Donc, on pourrait utiliser des photons de la lumière, mais il faudrait, pour avoir des longueurs d'onde suffisamment petites, utiliser du rayonnement gamma. Or, ça, c'est difficile. D'abord, ils sont difficiles à produire, hein. On les produit qu'avec la radioactivité, en principe. Et malheureusement, ils sont très 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 pénétrants. Donc, impossible d'avoir des miroirs ou des lentilles. Le rayon gamma passe simplement à travers. Et on peut à la limite avoir des miroirs qui sont du métal, et ce sont des miroirs rasants. Ça ne permet pas beaucoup de manipulation. Donc, les rayons gamma ne conviennent pas. Parce qu'on a besoin quand même de précision et de pouvoir focaliser les rayonnements, etc. Donc, ça ne va pas. On peut utiliser des particules alpha, comme Rutherford, des protons, des neutrons. Alors, Rutherford l'a fait. Ça permet de déterminer la taille des noyaux et même de détecter qu'il y a déjà une force nucléaire là derrière. Mais si on va avoir le détail, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que si on leur donne suffisamment d'énergie, ils sont trop massifs. Les protons, les neutrons, les alphas, ils sont aussi massifs que ce qu'on veut sonder. Et donc, ils pulvérisent le noyau.
ou en tout cas le mettre dans des états excités, ou déforme le noyau, et donc on ne sait même plus ce qu'on va mesurer. Alors l'idéal, c'est les électrons. On peut avoir des électrons de très courte longueur d'onde, en ayant des électrons très énergétiques. Ils sont légers, et en plus ils ont une charge électrique, ce qui a un double avantage. On sait les manipuler facilement, faire des lentilles, comme le microscope électronique, et ils sont sensibles à la charge des protons. Donc, on peut utiliser des électrons pour sonder le noyau. Et il faut utiliser des électrons, typiquement, d'une énergie de l'ordre de 100 mégaélectronvolts, 100 millions d'électronvolts. Donc, on va utiliser un accélérateur de particules, dont on Rutherford ne l'a pas fait, parce qu'à son époque, il n'en avait pas. Il n'avait pas d'accélérateur de particules. Et donc, il a utilisé les particules alpha parce que c'est ce qu'il avait sous la main, grâce à la radioactivité. Par après, on a commencé à fabriquer des accélérateurs de particules, et on peut facilement accélérer des électrons à une énergie aussi importante. La longueur d'onde de l'électron, avec la relation de De Broglie, est alors de 2 fois 10 exposant moins 13 cm. Donc on entre dans le domaine utile. Notons que les physiciens nucléaires ont l'habitude de travailler avec une longueur appelée le Fermi. Un Fermi, notez FM, c'est 10 exposant moins 13 cm. Ça simplifie les écritures et le dialogue, parce qu'alors on dit c'est des électrons de longueur d'onde de 2 Fermi. Et typiquement, un noyau a une taille de l'ordre du Fermi, ou de la dizaine de Fermi. Ce qu'on trouve alors, en sondant les noyaux, c'est que, grosso modo, pour la plupart des noyaux, ils ont une forme sphérique, ou proche, homogène, sans grosse irrégularité, et avec un rayon, nous l'avions vu, R0 fois A, le nombre atomique, le nombre de nucléons, exposant 1/3. Ce 1/3 signifie que les nucléons sont entassés les uns sur les autres, comme des oranges qu'on entasse les unes sur les autres. Et R0 est de l'ordre de 1,3 Fermi. Par exemple, si on fait l'étude sur un noyau de calcium 40, on obtient une courbe qui est à peu près comme ceci. Un peu plus raide, avec une taille de l'ordre de 4 Fermi. Ici une queue qui va à peu près jusqu'à 6 Fermi. Alors, que constate-t-on? Grosso modo, le noyau fait 4 Fermi de large. Vous pouvez utiliser la relation ici pour le vérifier. Et il a une queue de l'ordre de 2 Fermi, donc les bords de la sphère sont un peu flous. C'est pas une sphère bien nette. Les bords sont flous, et en plus, ici, on observe de petites oscillations qui montrent qu'il y a un indice d'une structure interne. Donc, homogène, presque. Il y a des petites fluctuations. On peut obtenir une relation pour cette courbe, relation relativement simple, que je ne vais pas vous écrire, du moins pour la courbe en pointillé, sans les petites irrégularités, et qui se vérifie très bien pour tous les noyaux. Donc, voilà déjà un renseignement utile, une information à utiliser dans les modèles. Alors voilà, donc, première information utile, la forme des noyaux. Alors dans la prochaine vidéo, nous verrons une autre information utile qui est la masse des noyaux. Nous verrons l'information qu'on peut en tirer. Et nous commencerons à étudier les premiers modèles
d'atomes en commençant par le plus simple, appelé modèle de la goutte liquide. Je vous remercie.